Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour un nouveau podcast qui va traiter expatriation fiscale et société offshore. Voilà, des gros mots que je vais t'expliquer où tu vas voir qu'en fait c'est très simple à comprendre et que tu as beaucoup de choses à faire, ok ? Allez, avant ça, comme d'habitude, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait, tu cliques sur le bouton rouge, tu actives la cloche, tu cliques sur le bouton violet, bleu, là où tu m'écoutes, peu importe, bref, abonne-toi pour louper aucun podcast. Et surtout, merci de cliquer sur le lien dans la description, rejoins mes contacts privés, inscris-toi par mail et reçois tous les jours, sans aucun détour, toutes les informations, tous les nouveaux podcasts et toutes les formations que je peux mettre en ligne qui peuvent t'apporter et faire décoller ton business de manière conséquente, ok ? Allez, c'est parti pour parler expatriation et offshore. Bon alors tu vois, c'est des mots qui font super peur, tu vois, quand on parle de société offshore, tu vois. Alors déjà, il faut définir ce que c'est offshore. Alors, il faut comprendre que déjà une société offshore, c'est une société qui est dans un pays, qui fait du commerce avec tous les autres pays. C'est-à-dire qu'en fait, une société offshore, c'est une société qui existe par exemple, imaginons à Hong Kong, et qui fait de l'argent avec tous les autres pays, sauf Hong Kong. C'est ce qu'on appelle une société offshore, voilà. Et ce qu'on appelle une société onshore, c'est une société qui est à Hong Kong, par exemple, et qui fait du business avec Hong Kong et le commerce extérieur. Et on retrouve ça dans beaucoup de pays différents, comme à Dubaï, avec des sociétés free zone, des sociétés locales, des machins, etc. Bref, il y a plein de statuts, il y a des sociétés offshore également à Dubaï, il y a plein de choses comme ça. Ce n'est pas du tout illégal. Donc il faut comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on croit que c'est illégal les sociétés offshore, pourquoi fraude fiscale, évasion fiscale, pourquoi tout ça c'est dangereux, pourquoi c'est oulala, pourquoi ça fait peur et pourquoi on fait peur avec ça. Bon, tout simplement, aujourd'hui, le gouvernement, il lutte contre les fraudes et les évasions fiscales. Ça paraît évident, tu vois, ils perdent un peu leur argent quand les gens s'en vont, c'est logique. Donc eux, ils veulent juste les récupérer. Donc pourquoi est-ce qu'offshore fait peur aujourd'hui ? Eh ben, tout simplement parce qu'on croit bêtement d'un principe que si on fait quelque chose dans un autre pays et qu'on ramène l'argent, c'est illégal. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Faire revenir de l'argent en France, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce que le gouvernement veut. Donc avoir une société offshore, c'est pas illégal. Je peux prendre l'exemple de Coca-Cola, je peux prendre l'exemple de Facebook, je peux prendre l'exemple de même de sociétés qui sont beaucoup plus petites mais que tu connais pas forcément, comme Axiom ou ce genre de choses. Ils ont un siège, imaginons, en France. Et ils ont des succursales à l'étranger. Imaginons, même Facebook aujourd'hui a son siège à Dublin. Et pourtant, ça les empêche pas d'avoir une société en France, tu vois. Donc, l'inverse, et pourtant, ils sont américains. Donc du coup, comprends bien que tu as le droit d'avoir une société en France et d'avoir une société, imaginons, à Hong Kong. Je prends Hong Kong parce que c'est un pays, tu sais, où vraiment on pense à offshore, même Dubaï, on pourrait parler de Dubaï. Donc tu as le droit d'avoir une société à Hong Kong. Et avoir cette société à Hong Kong, c'est totalement légal, il n'y a pas de problème. Alors je te dis pas comment avoir une société à Hong Kong, hein, c'est pas le but de ce podcast. Mais le fait d'avoir une société à Hong Kong, c'est tout à fait légal. C'est légal parce que tu as très bien le droit d'avoir des clients à l'étranger, d'avoir des clients à Singapour, d'avoir des clients à Dubaï, d'avoir des clients en Russie, en République tchèque, en Amérique. Et donc, pour centraliser tous ces clients, tu as besoin d'avoir une société à Hong Kong et pas en France. Pourquoi ? Parce qu'à Hong Kong, tu as une grosse place de marché, je sais pas dans quel domaine t'es, si t'es dans le web par exemple, à Hong Kong, il y a des grosses places de marché dans le web, à Singapour, à Hong Kong, à Dubaï, il y a des grosses places de marché partout. Et donc du coup, le fait d'avoir une société là-bas, c'est totalement normal d'en avoir une pour faire du business à l'étranger. Et puis entre nous, entre les papiers des avocats, les machins en France, ok, pourquoi vous avez le contrat, le machin, le truc et tout ça, des fois quand tu fais du business à l'international, il vaut mieux avoir une société à l'étranger pour éviter que ce soit en France. Parce qu'en France, on va te poser des questions parce que tu fais sortir l'argent et c'est normal, et on va aussi te poser des questions parce que tu fais rentrer de l'argent de l'étranger en France. Et là, des fois, c'est moins normal parce que du coup, tes clients, ils te donnent peut-être pas des contrats, toi, tu peux pas faire des contrats en leur nom, au nom de tes clients, t'as pas le droit de faire des contrats au nom de tes clients, c'est à eux de te donner les contrats. Et donc du coup tu te retrouves un peu embêté parce que t'as pas ces contrats, tu fais rentrer de l'argent et on te demande des comptes. Donc c'est là où une justification internationale, d'avoir une société à l'international, est pertinente. Ensuite, si tu fais une société à l'étranger, tu as donc deux gros points. C'est soit une société onshore, comme je te disais, c'est-à-dire une société qui est dans le pays, qui fait du business avec du pays et avec le pays et avec les pays extérieurs, ou alors une société offshore qui fait du commerce avec le pays, tous les pays extérieurs, sauf celui dans lequel elle est installée. Et donc on dit que c'est illégal. Mais ce qui est illégal, en fait, c'est pas ça. C'est pas le fait d'avoir une société offshore. Tu as tout à fait le droit. Tu as le droit d'avoir une société où tu veux. Tu vois, il peut y avoir un Chinois qui vient faire une société en France. Il a le droit. Et tu as le droit d'être français et d'avoir une société en Chine. Il n'y a pas de problème avec ça. Là où il faut faire attention, c'est juste de payer tes impôts. Ça paraît dingue ce que je te dis. Mais il suffit juste de payer tes impôts. Ce qui est illégal, c'est de ne pas payer tes impôts. Je m'explique.
Tu fais une société à Hong Kong, t'as pas d'impôt sur les sociétés. Donc aujourd'hui en France il est à 28,5 à l'heure où je te parle, il va peut-être baisser, augmenter, on sait pas, en tout cas il est à 28,5. Donc à Hong Kong tu n'as pas d'impôt sur les sociétés. Si tu fais revenir, donc tu touches des dividendes, si tu fais revenir ces dividendes en France parce que tu en as besoin, il faut que tu payes ta flat tax. Comme en France, si tu as une SAS ou une SASU par exemple, si tu prends des dividendes, tu payes 28,5 d'IS et ensuite tu payes 30% de flat tax. Et ben, ces 30% de flat tax, tu as juste à payer ça depuis Hong Kong. Tu fais revenir tes dividendes de la société de Hong Kong, vu que la société est à Hong Kong, tu ne payes pas d'IS, tu ne payes pas d'impôt sur les sociétés, donc tu fais revenir les dividendes, et ces dividendes, tu payes une taxe de 30%. Et le fait de payer cette taxe de 30%, tout va bien. Tu as payé tes impôts, tout va bien. Tu as donc le droit de continuer à avoir une société à Hong Kong. Tu économises l'impôt sur les sociétés qui est aujourd'hui de 28,5, mais en fait, c'est pas que tu les économises. Il faut bien comprendre ça. Tu économises pas du tout. Le choix de la société à Hong Kong, il est dû au fait que tu as des clients internationaux, par exemple, internationaux, ou que tu fais du business avec d'autres pays que la France. Évidemment, tu n'as pas le droit de faire du business avec la France. Sinon, tu crées une société en France. Et c'est le même principe. Si je te parle d'offshore à Hong Kong, tu crées une société offshore à Hong Kong, tu ne fais pas de business avec Hong Kong, mais avec du commerce extérieur, c'est valable aussi dans le sens inverse. Si tu as une société à Hong Kong, tu ne fais pas de business en France parce que sinon tu crées une société en France. Au même titre qu'aujourd'hui, si tu veux faire du business avec Hong Kong, tu vas pas faire une société en France pour faire du business avec Hong Kong. Tu vas faire une société à Hong Kong. Tu vois, c'est très logique, hein. Tout ça, ça reste du bon sens, hein. Il n'y a pas de trucs bizarres. Et donc ensuite, il faut que tu payes tes impôts. Quand tu ramènes l'argent, imaginons tu prends de la rémunération de Hong Kong. Plutôt que de prendre des dividendes, tu dis bah tiens, je vais prendre 3 000 euros ce mois-ci de Hong Kong. Tu fais revenir 3 000 euros. Très bien. Il faut que tu payes donc en France tes charges sociales. Enfin, il faut que tu payes ton impôt sur le revenu. Il faut que tu déclares le fait que tu as pris 3 000 euros. Tu ne payes pas, je crois pas, là j'ai un doute, mais tu payes pas de charges sociales vu que tu prends la rémunération depuis Hong Kong. Mais par contre, tu dois déclarer le fait que tu aies pris 3 000 euros de revenus et donc tu vas payer ton impôt sur le revenu. Tu vas déclarer 3 000 euros de plus sur ton imposition que tu fais tous les ans. Donc, à partir du moment où tu fais ça, tu es dans la légalité, tu as totalement le droit. Tout va bien. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle des sociétés offshore, des sociétés onshore. Tu as le droit d'avoir des sociétés à l'étranger, faire revenir l'argent en France. Là où les gens se font avoir, c'est sur un autre sujet. Et c'est le deuxième que j'ai pas encore abordé, c'est l'expatriation fiscale. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des gens. Je sais pas si tu as suivi un peu les histoires de Sarkozy, Eric Woerth, si tu as suivi tout ça, etc. Mais on parle souvent de fraude ou de choses comme ça. C'est quoi la fraude ? La fraude, faut comprendre, c'est juste de pas payer les impôts que tu dois. Donc à partir de là, t'as compris. Voilà. Donc si tu payes pas tes impôts, tu les payes pas. Le truc, c'est qu'il y en a qui disent... Non, je te reprends l'exemple de Hong Kong. Il y en a qui disent, tu as une société à Hong Kong, tu prends cet argent, tu prends les dividendes, tu payes pas d'impôt sur les sociétés, tu prends ces dividendes, mais tu payes pas ta flat tax. Tu dis, bah non, je vais pas payer ma flat tax, je paye pas mes 30% d'impôts. Et ben là, t'es dans l'illégalité, et là, t'es en fraude, et là, c'est du pénal, et là, tu peux aller en prison parce que tu n'as pas payé ta flat tax. Et il y en a, ils jouent là-dessus. Par exemple, ils ont des sociétés au Panama où ils payent pas d'impôts, etc. Et ils font revenir l'argent en France, et ils ne le déclarent pas cet argent, et ils ne payent pas des impôts. Là, et bien évidemment, tu ne dois jamais faire ça. Ou si tu le fais, tu iras en prison. Parce qu'à un moment donné, l'administration fiscale va te retrouver, va te dire « Eh mec, ou madame, t'as pas payé tes impôts, donc tu vas en prison. » Donc ça, il faut pas jouer. C'est-à-dire, toutes les taxes qui doivent être payées, tu dois être payé. Donc comment éviter de payer des impôts aujourd'hui ? Comment tu fais pour ne pas payer des impôts ? Eh ben, tout simplement, si tu veux ne pas payer des impôts en France, il te suffit de ne pas habiter en France. C'est la vraie solution, elle est là. Tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu restes en France et que tu as envie de rester en France, eh ben, tu dois rester en France et payer tes impôts. Alors tu peux économiser, entre guillemets, l'impôt sur les sociétés si tu fais une société à l'international, mais uniquement si tu as des clients internationaux. Si tu as des clients français et que tu fais une société à Hong Kong, pas bon du tout. Là, il va falloir que tu justifies pourquoi tu fais une société à Hong Kong pour avoir des clients français, parce que dans ce cas-là, pourquoi ne pas créer une société en France ? Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc je le redis, une société offshore ou onshore, peu importe, t'as compris la différence, et ben du coup, c'est uniquement si tu as des clients internationaux. À partir du moment où tu as des clients français, tu dois faire différemment. Alors il y a plein de montages qui existent, avec une société aux États-Unis, une holding à Hong Kong, un machin, il y a plein de trucs, il y a plein de montages, mais on va pas s'embourber là-dedans. Ou tu pourras me poser des questions si tu veux par mail. Mais il faut t'inscrire pour ça et recevoir mes emails. Et tu vois, je te l'ai glissé au milieu. Oublie pas de t'inscrire. Et du coup, le vrai sujet, si tu veux pas payer des impôts, c'est l'expatriation fiscale. Alors expatriation fiscale, c'est quoi ? Je vais prendre une destination qui est très simple, c'est Dubaï, parce que c'est le plus simple. C'est le plus simple. Dubaï, c'est quoi ?
Dubaï, t'y pars, tu as un permis de résidence parce que tu crées une société là-bas, donc t'as pas d'impôt de société, t'as pas d'impôt sur les dividendes, t'as pas d'impôt sur le revenu, t'as pas d'impôt sur le capital, t'as zéro impôt. Alors aujourd'hui, ils ont instauré une sorte de TVA, on va dire, à 5% d'impôt. Oui, les prix ont augmenté de 5% parce qu'ils ont instauré une taxe. En France, elle est à 20%, la TVA, je le rappelle accessoirement. Donc en plus de l'impôt sur les sociétés, en plus des flat tax, en plus de ton impôt sur le revenu, tu payes également 20% de TVA dans tout ce que t'achètes. Voilà. Donc, à Dubaï, t'as pas tout ça à part 5% de TVA. Mais tu le vois pas passer, ça fait partie du prix courant, quoi, de ce que tu consommes. Donc du coup, tu crées une société, t'as un permis de résidence. Je te conseille 2 choses. L'expatriation fiscale, c'est un sujet très délicat si tu veux t'expatrier. Parce que ça va dépendre de ta famille. C'est-à-dire, est-ce que tu pars seul, est-ce que t'es seul, est-ce que t'es pacsé, est-ce que t'es marié, est-ce que t'as un enfant, 2 enfants, plusieurs enfants, quel âge ils ont, etc. L'âge est important pour savoir en fait au niveau de la scolarité comment ça se passe. Si par exemple t'as un enfant de 17 ans et un autre de 2 ans, il va y avoir un petit problème. Voilà. Par contre, si t'as 2 enfants de 2-4 ou de 6-8 ou de 6-10 ou de 15-12, tu vois, c'est pas, voilà. Mais des gros écarts peuvent avoir une influence parce que t'en as un qui va faire des études pendant que l'autre il va rester chez toi. C'est justement ce genre de truc où il faut faire gaffe. Donc il faut regarder, en premier lieu, il faut regarder les conventions entre les pays. Je m'explique. Tu tapes sur Google, convention fiscale, France et le pays de ton choix. Là, je prends l'exemple de Dubaï. Tu peux taper convention fiscale, France, Dubaï. Tu vas à l'article 4, résident, et tu vas voir toutes les conventions ont la même chose. Ils te disent 3 choses particulières. Ils te disent, en fait, c'est là où tu séjournes le plus de temps qui donne la preuve de ta résidence fiscale. Alors, il y a 2 choses à savoir qui sont capitales. Il y a ce que dit l'article des codes des impôts en France, et il y a ce que dit la convention fiscale quand tu es résident d'un autre pays. Je m'explique. En France, on te dit, dans l'article 4B des impôts que tu peux trouver, on te dit tu es résident fiscal français si ton foyer est en France. Ton foyer, c'est tes enfants, ta femme ou ton mari, ta maison. Voilà. C'est-à-dire que si toi tu pars à l'étranger 1 an, mais que ta famille reste en France, cherche même pas, même si tu crées une société, etc., tu es résident fiscal français parce que ta famille est en France. À partir de là, tu oublies tout le reste, ça n'existe pas tout ce que je vais te dire, tu oublies, c'est fini, t'es en France parce que ta famille est en France. Donc si tu veux t'expatrier et pas payer d'impôts, il faut partir avec toute ta famille. Idéalement, il faut vendre ta maison également. Donc tu peux garder ta maison et la laisser en logement vacant. Tu as une taxe qui s'appelle la taxe sur les logements vacants, c'est la TLV, c'est une taxe que tu payes et qui te permet de dire, ben voilà, j'habite pas là, mais je paye une taxe sur les logements vacants parce que c'est sur le territoire français, je dois payer une taxe. Donc tu payes pas ta taxe d'habitation, tu payes par contre ta taxe foncière, je crois, mais tu payes pas ta taxe d'habitation, mais tu payes une taxe de logement vacant. Je crois, à vérifier si tu payes aussi la taxe foncière ou je sais pas. Dans tous les cas, tu as le droit de garder ta maison. Moi, je te conseille de la vendre pour être certain que tout va bien, mais tu as le droit de garder ta maison. Ce qui compte, c'est que ta famille soit pas là. Ça, c'est le premier point du code 4B des impôts. Le deuxième point, il dit que le principal centre de tes intérêts économiques doit être hors de France. C'est-à-dire que si tu crées une société à l'étranger avec des clients internationaux, il faut que là où tu te rémunères, que ton principal centre d'intérêt économique soit à l'extérieur de la France. C'est-à-dire, il faut que là où tu fais le plus d'argent, il faut que ce soit à l'extérieur de la France. Donc si en France tu fais plus d'argent, que tu crées une société et que tu veux t'expatrier, mauvais plan, parce que la majorité de tes revenus ils viendront de France. Tu vois, et donc du coup, pareil, tu paieras des impôts en France. Donc, tu es considéré encore une fois comme résident fiscal français, même si tu passes 1 an avec toute ta famille en dehors de France, si tu gagnes plus d'argent en France qu'à l'étranger, tu es considéré comme résident fiscal français encore une fois. Bien sûr, vu que tous tes revenus viennent de France. Donc là, tu peux faire un petit montage du genre, tu envoies à la France, par exemple, je sais pas, d'Hong Kong, tu envoies une société à Hong Kong qui fait un contrat de prestation, qui te renvoie l'argent à Dubaï, à machin et tout ça. Tu peux faire des trucs un peu bizarres. Moi, je te le conseille pas parce que c'est jouer avec le feu et c'est jouer avec de la prison. Hein. Donc, moi, je te le conseille tout simplement pas. Donc voilà. Donc à partir du moment où tu as une société à l'extérieur, tu fais du commerce à l'international et que tu y vas avec ta famille, tu as déjà répondu à 2 points, deux des principaux critères de l'article 4B des impôts. Le dernier point, c'est le fait que tu exerces une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que tu justifies qu'elle n'y soit exercée à titre accessoire. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, tu as le droit de tirer des revenus en France, mais il faut à ce moment-là que ces revenus soient minimum ou minimes, c'est-à-dire pas majoritaires par rapport à tes revenus internationaux. Donc là, c'est très intéressant. C'est le point le plus compliqué après, selon certaines personnes, parce que, pas oublier que si tu pars dans un pays où t'as pas d'impôt société, où t'as pas d'impôt sur les taxes, etc., sur les flat taxes et tout, peut-être que même en faisant moins de chiffres à l'étranger, tu peux gagner plus qu'en France. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire gaffe à ça, c'est l'article 4B des impôts, je t'invite à le lire 10, 15, 30 fois pour bien comprendre ce que c'est. On te parle pas de règles de 183 jours, des 6 mois, etc. Je t'en parle juste après, tu vas voir, ça n'existe pas vraiment, ce sujet. Donc quand t'as compris cette règle pour ne pas être résident fiscal français, t'as déjà
compris ce qu'il fallait. Donc je te donne la solution simple, tu pars dans un pays, tu pars avec ta famille, tu peux garder ta maison ou pas. Si tu la gardes en France, je te conseille soit de la mettre en vente pour justifier que tu l'as mise en vente, soit de mettre des locataires dedans, ou de payer une taxe sur les logements vacants, la TLV, qui te permet de justifier que tu es aussi à l'étranger. Ça, super, tu as réussi à ne pas être résident fiscal français, c'est très bien. Maintenant, tu as une deuxième étape qui est tout aussi importante, c'est de justifier que tu es résident fiscal dans un autre pays, sinon tu es automatiquement résident fiscal français. Donc une fois que tu as répondu à tous ces critères, que tu es parti avec ta famille, que tu as tes revenus qui sont majoritaires à l'étranger et pas en France, que tu as pu justifier qu'en France, même si tu as des revenus, c'est exercé à titre accessoire, super, bravo, tu as le droit de partir dans un autre pays, tu ne seras plus résident fiscal français, en tout cas en théorie. La théorie, elle vient après. Je reprends l'exemple de Dubaï. Tu regardes donc la convention fiscale, par exemple, convention fiscale entre France et Dubaï, qui te dira donc ces phrases. Il faut que ton lieu de séjour permanent, ton foyer d'habitation permanent, soit à Dubaï. Donc si ton foyer d'habitation permanent est à Dubaï, super, tu es donc dans la règle fiscale, tu n'as pas de double imposition, parce que les conventions fiscales existent pour éviter l'apposition, par exemple, entre Dubaï et la France, tu peux pas avoir une double imposition. Voilà. Sauf si ton foyer d'habitation permanent n'est pas à Dubaï. Foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire là où tu vis de manière permanente. Si tu n'as pas un foyer permanent, alors la convention dit à ce moment-là, c'est ton lieu de séjour habituel qui fait foi. Et c'est là où on va rentrer dans le règle des 183 jours et des 6 mois. C'est la partie que tout le monde se pose comme question. En vérité, le lieu de séjour habituel, il est très simple à comprendre. C'est si tu n'es pas permanent là-bas, c'est-à-dire que tu vis pas l'année là-bas, mais que tu vis que quelques mois dans l'année, il faut que la majorité de ton temps, il faut que ton lieu de séjour habituel soit dans ce pays. En l'occurrence, on prend l'exemple de Dubaï, il faut que il se soit dans ce pays-là. Si c'est dans ce pays-là, Dubaï en l'occurrence, ton lieu de séjour habituel, tout va bien. Habituel, ça veut pas dire 6 mois. Je te donne un exemple, il y a plusieurs exemples. L'exemple, c'est tu vis 4 mois à Dubaï, ok, puis tu pars voyager, t'es un nomade digital, tu pars voyager et tu vas 3 mois en Italie, tu vas 3 mois en Russie, tu vas 3 mois aux Philippines et 2 mois en Australie. Voilà. Et tu passes 4 mois à Dubaï. Tu as donc passé tu as passé ton lieu de séjour habituel par rapport aux autres pays dans le monde, il est bien à Dubaï, vu que tu as passé 4 mois à Dubaï. Tu vas pas passer plus de 4 mois autre part. Tu vois l'idée ? Voilà. Et sachant que tu as passé plus de 6 mois hors de France, tu as respecté toutes les règles pour ne pas être résident fiscal français. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'une question de 6 mois. Il faut bien comprendre que c'est un lieu de séjour habituel. Donc, tu as aussi le droit, après, il ne faut pas trop pousser, mais je pousse quand même le sujet. Tu as le droit de vivre que 3 mois à Dubaï, tant que tu passes moins de 3 mois dans chaque pays que tu as envie de visiter. Parce que si, imaginons, tu passes 3 mois à Dubaï et 4 mois en Russie, ton lieu de séjour habituel, il n'est plus à Dubaï, il est en Russie. Donc, il faut bien organiser tes voyages. Si tu restes 1 mois à Dubaï, il faut que tu restes moins d'1 mois dans chaque pays où tu veux aller, tu vois, donc ça devient plus compliqué. Donc plus tu restes dans un pays, mieux c'est. Et pour beaucoup, ils te préconisent de rester du coup 6 mois, comme ça tu te prends pas la tête. Tu restes 6 mois dans le pays et l'histoire elle est réglée. Tu es 6 mois hors de France et tu es 6 mois à Dubaï, l'histoire elle est pliée. Voilà, donc ça c'est les règles à comprendre. Et je vais te donner des exemples. C'est pour ça que si t'as des enfants, j'ai remarqué quand même que sur le web, on traite pas beaucoup des expatriations fiscales avec les enfants, parce que je crois qu'il y en a pas beaucoup qui le font. Mais il faut bien comprendre 2 choses. Je vais te donner 3 exemples. Donc là, je t'ai donné le premier du mec qui voyage tout le temps. Donc tant que tu as un lieu de voyage habituel, que tu as un lieu de séjour habituel à Dubaï, c'est-à-dire là où tu passes la majeure partie de l'année, tout va bien. Je te parle pas de 6 mois, je te parle de la majeure partie de l'année. Après, à partir de ce moment-là, il faut faire attention à autre chose. Aux États-Unis, par exemple, imaginons que tu restes 5 mois à Dubaï et tu vas 4 mois aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as une résidence fiscale à partir du moment où tu passes 4 mois aux États-Unis. Et là, c'est compliqué. Parce que, imaginons que tu pars 5 mois à Dubaï. Tu te dis, cool, je suis pas résident fiscal français, et puis 5 mois à Dubaï, c'est bien, je passe la majeure partie de mon année, super. Tu pars 4 mois en Amérique, super, et tu pars 3 mois aux Philippines. Bravo. Eh ben, attention, parce qu'en effet, tu n'es plus résident fiscal français, tu es peut-être résident fiscal Dubaï, mais tu es aussi peut-être résident fiscal américain. Et donc là, ton problème n'est plus de plus être résident fiscal français, ton problème, il est de peut-être être résident fiscal américain. Et comprends bien un truc, t'as l'Amérique qui va dire, hey, t'as passé 4 mois dans mon pays, t'es résident fiscal français, et t'as Dubaï qui va dire, hey, t'as passé la majeure partie de l'année à Dubaï, donc t'es résident fiscal Dubaïote, bravo, félicitations. Sauf qu'entre les deux, ils vont discuter, les gouvernements américains et de Dubaï, et ils vont dire, Dubaï, il paye pas d'impôts, en Amérique, tu vas payer 40%. Ah, bah donc finalement, tu es résident fiscal américain. Forcément, vu qu'à Dubaï, tu payes pas d'impôts. Donc, ce qui fera foi, ce seront toujours celui où tu payes le plus d'impôts. Donc, t'imagines, t'as passé 5 mois à Dubaï, t'as passé 4 mois aux États-Unis, 3 mois aux Philippines, et ben t'es dans la merde. T'es dans la merde parce que tu as payé tes impôts en Amérique. Voilà. Et donc, du coup,
tu comprends bien que tout ça, il faut faire hyper attention. Donc c'est pas très compliqué quand t'as compris ça. Tu regardes les conventions, par exemple, entre les États-Unis et Dubaï, tu regardes la convention entre la France et Dubaï, tu lis bien. Alors évidemment, la convention entre aux États-Unis et Dubaï, t'as peu de chances de la trouver en langue française. Donc il va falloir que tu lises en anglais. Mais bon, quand tu connais ces 2-3 règles, voilà, quand tu es dans un pays, tu fais juste gaffe à pas y rester plus de 2 mois, comme ça t'es certain. Tu vois, personne a la résidence fiscale en 2 mois. Enfin, certain, mais je veux dire, t'es pas obligé de l'avoir non plus, tu vois, voilà. Donc en gros, je t'invite à te renseigner. Je suis pas avocat fiscaliste, je suis pas un avocat du tout. Moi, je te dis ce que je connais, ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, ce sur quoi je me suis renseigné. Je suis très à l'aise sur le sujet pour essayer de l'appliquer, pour le faire, hein, moi personnellement, pour y aller. Je suis très à l'aise, je me suis vachement renseigné. Et donc, à partir de ce moment-là, zen, tout va bien. Par contre, il faut forcément accepter le fait de partir avec ta famille, de quitter ton logement et de passer la majeure partie de l'année dans ce pays où tu t'expatries. Ce qui est très logique, si tu t'expatries, c'est pour rester dans ce pays, hein, c'est pas pour... voilà. Et attention, hein, faut pas faire de l'évasion fiscale, t'y vas parce que t'as envie d'aller à Dubaï, parce que ça te plaît, parce que t'as envie de voir la vie là-bas, parce que voilà, tu n'y vas pas du tout pour économiser des impôts, c'est bien évidemment, c'est illégal. Donc du coup, je te donne un exemple tout bête. Il y a un Russe qui vit à l'année en Russie, d'accord ? Je vais te donner, normalement t'es censé répondre à ça. Hein. Il y a un Russe qui vit toute l'année en Russie. Il a par contre son enfant qui fait des études en France. Et son enfant, en France, ça fait 2 ans qu'il fait des études. Eh ben, dis-toi que le fisc français a le droit de dire « Bonjour, vous devez payer vos impôts en France. » Alors le Russe va dire « Mais attendez, je vis toute l'année à l'étranger, c'est pas normal. » Ben si monsieur, parce que vous n'avez pas respecté le premier article de l'article 4B des impôts qui est de dire « Votre foyer doit être une partie... » Si vos enfants ou votre femme habitez en France, eh ben vous êtes considéré comme résident fiscal français. Et en l'occurrence, même si tu as quelqu'un qui fait des études en France, tu imagines, eh ben une partie de ton foyer est en France, donc tu es taxé dans les 2 pays, en Russie et en France, que ça te plaise ou non. En Russie parce que tu passes toute ton année là-bas, et en France parce que tu as une partie de ton foyer en France. Donc tu vois, il faut faire hyper gaffe quand on fait des choses comme ça. Il y a des impôts qui peuvent te faire rattraper, etc. Donc après, tu as le droit de porter plainte, tu as le droit de dire mais non, c'est pas vrai, voilà, après il y a un tout qui se dessine, etc. Mais c'est pour te dire à quel point il faut faire gaffe. Un autre exemple, c'est le gars à l'hôtel. Le gars, imagine, tu pars à Dubaï, tu restes 5 mois à Dubaï, tu viens en France, et tu restes 5 mois en France, mais à l'hôtel, tu vois. Eh ben, t'es quand même considéré comme résident fiscal français, vu que déjà t'as passé au moins la majeure partie de l'année en France, vu que t'as passé 5 mois à Dubaï et 5 mois en France, donc tu es considéré comme résident fiscal français, parce que même si tu séjournes à l'hôtel, même si t'as résidé moins de 183 jours, donc moins de 6 mois, eh ben tu es quand même résident fiscal français, parce que tu as séjourné à l'hôtel, que t'as un logement ou pas, tu as passé la majeure partie de ton année en France, voilà. À partir du moment où tu respectes toutes ces règles, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, je te les ai donnés, tu les connais. Ça, c'est des conseils qui valent des milliers d'euros par des avocats fiscalistes, mais des dizaines de milliers d'euros, même pour certains. Voilà, donc c'est un conseil gratuit que je t'ai donné. J'aurais pu en faire une formation, mais je suis pas avocat fiscaliste. Il y a des gens qui en font des formations là-dessus. J'en ferai peut-être à l'occasion quand j'aurai eu vos retours et toutes vos questions. Dès qu'on aura dégrossi un peu le sujet, peut-être que j'en ferai une formation bien poussée. Mais sache que l'expatriation est très simple à comprendre à partir du moment où tu respectes les règles. Et les règles, c'est une des 4 conditions de l'article 4B des impôts. Si elles sont respectées, tu es résident fiscal français. Donc je le redis, ton foyer d'habitation, ta famille, ton enfant, ta femme, ton mari, voilà, s'il y en a un en France qui reste, t'es résident fiscal français, tu cherches pas. Il faut que tes activités principales, tes centres d'affaires, tout ça, il faut que si c'est en France, voilà. Et si tu as quand même des centres d'affaires et que tu as des intérêts économiques en France, il faut qu'ils soient minoritaires par rapport aux revenus étrangers. Donc là, ça se calcule, bien sûr, c'est des tableaux. Donc à partir de ce moment-là, si tu respectes aucun de ces critères, super, tu n'es pas français, mais attention quand même. Attention, dans le pays dans lequel tu t'expatries, il faut aussi respecter le fait que tu dois y être de manière habituelle, permanente, que tu es ton foyer là-bas, voilà, et tu n'es pas obligé d'acheter une maison non plus, tu peux louer, mais il faut que tu passes la majeure partie de l'année là-bas, et que tes revenus étrangers soient forcément beaucoup plus conséquents que ceux en France. Voilà, donc parce qu'en général, quand on s'adresse à une expatriation d'un Français, c'est parce que soit il a une société en France, soit qu'il a un salaire en France, donc à partir de ce moment-là, voilà. Et ce que je te dis est valable non seulement pour les entrepreneurs, je ne l'ai pas dit au début, c'est dommage, mais c'est valable pour les entrepreneurs et pour les salariés. C'est les mêmes règles pour tout le monde, il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà, donc je te dirais pas comment avoir une résidence à Dubaï, pourquoi il faut avoir des visas, j'ai pas parlé de ça, je voulais juste te parler du côté fiscal, du côté expatriation ou offshore. Et des fois, tu sais, entre
avoir une société offshore à Hong Kong et payer tes 30% de taxes qui sont tout à fait légales, il vaut peut-être mieux faire ça que de t'expatrier pour pas payer d'impôts. Parce que entre le coût d'un départ, le coût d'y aller, le coût de s'installer, le coût de vie là-bas, le coût des voyages, etc., des fois c'est pas rentable, selon combien tu gagnes. Évidemment, si tu fais des millions, c'est rentable. Mais si tu fais pas beaucoup, des fois il vaut mieux rester en France, enfin très souvent il vaut mieux rester en France et payer tes 30% de flat tax des dividendes qui reviennent de Hong Kong par exemple. Voilà, tant que tu payes tes impôts, pars du principe que tant que tu payes des impôts, tout va bien. Voilà, tu n'es pas dans l'illégalité. Donc je t'invite vraiment à aller consulter les avocats fiscalistes si tu veux t'expatrier ou si tu veux payer moins d'impôts, si tu veux optimiser en tout cas ta fiscalité à travers tes sociétés, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur. Je t'invite à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir, comme vous le faites en général. Et puis pour tout le reste, pense à t'abonner si tu as appris des choses aujourd'hui, si tu as trouvé ce podcast intéressant. Pense à t'abonner, rejoins-moi dans tes contacts privés. Et puis pour le reste, Martin, je te dis à plus.